Climat de morosité dans la zone industrielle de Bobo-Dioulasso. Quand elles ne sont pas à l'arrêt, les machines tournent au ralenti. Winner, SAP Olympique ou CITEC, des entreprises dans le creux de la vague, touchées par la mévente, toutes pointent du doigt la fraude et la concurrence déloyale. Et justement, sur cette question, on s'arrête dans ce journal sur les difficultés d'un des fleurons de l'industrie au Burkina, la SN Sosuco. L'entreprise traverse une grave crise liée à la mévente et vous allez le voir, une recherche menée par l'Institut Free Afrique fait ressortir la responsabilité de l'État et la corruption dans les procédures d'autorisation d'importer le sucre. Et puis, dans ce journal Zoom sur le Burkina, pas le pays, mais le quartier qui porte ce nom dans la ville de Koudougou, selon plusieurs sources d'ailleurs. C'est ce quartier qui aurait inspiré le nom du pays en 1984. L'une de nos équipes s'est intéressée au sujet. Reportage à suivre. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Un tour pour commencer dans les unités industrielles de Bobo-Dioulasso. La plupart d'entre elles traversent des moments difficiles dus surtout à la mévente, des machines qui tournent au ralenti et des entreprises au bord de la faillite. Toutes appellent l'État au secours et dénoncent la fraude et la concurrence déloyale. Une délégation du ministère du Commerce était sur place vendredi dernier. Reportage Lamine Karantao et Karim Sissé. Les années ont été difficiles pour la plupart des unités industrielles du Burkina. Et celles de la capitale économique ne font pas l'exception. La SAP Olympique est confrontée à un problème de mévente. Une mévente due à la fraude selon la première responsable. À la SNCTEC, plus de 100 000 bidons de 20 litres d'huile et 2000 tonnes d'huile neutre sont toujours stockés, faute de marché. Un tour à 1 heure, le constat est amer. L'unité de fabrique de piles connaît un arrêt de travail. Nous avons besoin de trésorerie pour relancer notre activité qui peine à se relever ces derniers temps parce que nous n'avons pas de stock de sécurité. Il nous faut forcément de l'argent pour remonter la pente. La filiature du Sahel, FILSA, a été aussi visitée par la délégation du ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat. Ici, pas de soucis majeurs. En 3 jours, la délégation s'est rendue dans une dizaine d'unités industrielles. La plupart des unités que nous avons visitées, ce sont des unités privées. Voilà, même si quelque part, dans certaines de ces entreprises, l'État quand même a une participation. Mais d'une manière générale, c'est des entreprises privées. Il revient une fois de plus à l'État de créer les conditions, l'environnement, pour permettre évidemment à ces entreprises-là de pouvoir bien évoluer. Et c'est à ce prix que les unités industrielles pourront véritablement jouer leur rôle dans l'essor économique au Burkina. Et s'il y a une entreprise qui symbolise à elle seule la situation difficile des unités industrielles du Burkina, c'est bien la SN Sosuco. Les magasins de la société débordent de sucre. C'est la mévente. Les employés de l'entreprise sont inquiets. Pourquoi cette crise? Les économistes de l'Institut Free Afrique se sont intéressés au sujet. Leur étude fait ressortir la responsabilité de l'État et la corruption dans les circuits d'autorisation des importations. Explication, Abdelaziz Yagibo. Nous sommes à la périphérie nord-est de Banfoura. De part et d'autre de la route nationale 7, des plantations de canne à sucre à perte de vue. Des superficies exploitées depuis des années par la société sucrière de la Komoé Sosuco, située à environ 1 km de là. Ces dernières années, alors que cette culture est en régression, la société elle-même bat de l'aile. Le constat est éloquent lorsqu'on franchit la porte d'accès à l'usine. Les machines tournent certes, mais la production ne sort qu'au compte-gouttes. Sosuco avait 2 problèmes il y a quelques années. Le problème premier, c'était la productivité, et le deuxième, c'était la commercialisation. Et cette commercialisation avait été le problème de commercialisation avait été un peu atténué. Et les 2 dernières années, nous sommes passés de 25 000 tonnes à 33 000 tonnes de sucre en 2 ans. Ça veut dire que les problèmes techniques sont vraiment résolus et nous sommes en train de monter en production. Malheureusement, les 33 000 tonnes que nous avons produites l'année dernière, pratiquement la moitié est encore dans nos magasins. Ces méventes causant à l'entreprise d'énormes difficultés financières annoncent sa fermeture très prochaine si rien n'est fait. Du côté des employés, c'est la crainte de se retrouver sur le pavé. Pour éviter le crash, les travailleurs appellent les gestionnaires de l'entreprise et l'État qui est actionnaire avec 31% des parts à jouer au mieux leur partition. Pourquoi il y a mévente?
la direction nous dit que c'est parce que l'État ne joue pas son rôle en sécurisant les frontières, en empêchant le trafic frauduleux du sucre. Bon, mais pour nous, il y a aussi une question de gestion. Pour une entreprise qui était à 1515 permanents à la privatisation et les salaires étaient payés correctement, on est à moins de 500 aujourd'hui. Et on trouve qu'il n'y a pas, on n'arrive pas à payer les salaires. Les salaires ne sont pas garantis. Et c'est ça notre souci. Les dirigeants de l'entreprise, eux, dénoncent sans détour certaines dispositions réglementant l'importation du sucre. Lorsque le produit en face est soit subventionné de manière déguisée par l'État, ou bien rentre même sans payer aucun droit d'entrée, évidemment, la concurrence n'est plus loyale. Dans ces conditions, on ne peut pas vendre. Ces derniers temps, nous avons signé un accord qu'on appelait le protocole d'accord de distribution du sucre au Burkina Faso. Donc dans ce protocole-là, nous avons nous-mêmes obligation de vendre une certaine quantité donc du sucre produit nationalement avant d'avoir accès à l'importation par l'autorisation du ministre lui-même. Dans l'optique de sauver des emplois sans sacrifier le consommateur, la structure de recherche en économie Free Afrique s'est proposé de diagnostiquer le mal dont souffre la Sosiko à travers une étude. Étude qui révèle que la grosse mévente enregistrée par la Sosiko, notamment en 2014, est liée à l'inondation du marché par des importations massives. Le volume de sucre que nous consommons chaque année est estimé entre 100 et 125 000 tonnes de sucre annuel. Sur ce marché de 100 à 125 000 tonnes, le tiers du marché est occupé par la Sosiko. Ce système actuel comporte une autre grosse tare. C'est celle de la fraude très massive avec les pertes de recettes fiscales et les menaces sur l'emploi qui sont envisagées. Et troisième inconvénient, c'est la corruption dans les circuits de l'autorisation. Pour relancer la machine économique de la Sosiko, l'étude conduite par le docteur Rassabalga Seydou Ouedraogo envisage comme solution la suppression de l'importation du sucre et l'engagement d'une action de justice fiscale. La Sosiko en crise et les choses ne s'arrangent pas. Aux dernières nouvelles, certains employés réclameraient le départ du directeur général. Tougan, un chef-lieu de province, mais aussi un carrefour en direction du Mali. Seulement voilà, jusque-là, la ville est difficilement accessible. Les différentes routes qui mènent à la capitale du Sourou sont dans un état désolant, un calvaire au quotidien pour les populations de la zone. Constat, Lassina Ouattara, Hervé Kabouré. Au Sourou, après le bonjour, c'est l'état des routes qui est évoqué. De Tougan à Didir, en passant par Toma, et de Tougan à Détougou ou en allant à Wayugia, Yako, Di, Lanchira, les usagers de la route sont unanimes. C'est un véritable calvaire. Ce calvaire, Bakary Tao le vit au quotidien, lui qui est un habitué du tronçon Wayugia, Tougan, Détougou. On quitte à Wayugia à partir de 7h30. Des fois on arrive à 20h, des fois à 21h, des fois même à 22h on arrive. Et pourtant en quelque chose de 2 heures du temps, on est obligé de passer toute cette heure-là sur la voie. 13 à 15 heures de route environ pour parcourir une distance de 184 km, soit le temps moyen pour allier 3 fois Ouagadougou-Bobo, distant de 365 km. On n'a pas besoin de limiter la vitesse, cela s'impose de fait. Un parcours sur les différents axes montre bien que c'est une situation que les usagers ont sur le cœur et ils n'hésitent pas à exprimer leur frustration. Terrible. Banalement, on prend 1 heure à 1h30 pour 45 km. Nous prenons la voie à partir du village Tchambara. De Tchambara à là où nous allons, ça fait 47 et quelques kilomètres. C'est vraiment difficile. Non seulement nos véhicules n'ont pas longue vie, mais encore ça prend vraiment du temps pour l'évacuation. Donc le retard est assez considérable. Si vous imaginez que pour 45 km, pour évacuer un malade, il faut prendre 2 heures. Donc vous comprenez que c'est vraiment difficile. L'état des routes oblige les sociétés de transport à limiter leur trafic au Sourou. C'était le même départ là, ça fait 4 départs par jour. À cause du mauvais état de la voie,
Des fois, même aujourd'hui, c'est une seule véhicule qui est parti. Tous les véhicules sont gâtés. Donc, on est en train de faire un effort à cause de la population. Cette situation semble être un véritable frein à l'économie locale pour une province réputée être une zone nourricière du Burkina parce que grande productrice agricole. Si la route du développement passe vraiment par le développement des routes, vivement qu'une solution pérenne soit trouvée pour une émergence véritable des populations du Sourou. Aucun problème par contre pour accéder au quartier Burkina de Koudougou, un quartier qui porte son nom bien avant 1984 et le changement du nom de la Haute-Volta. Il aurait d'ailleurs inspiré les décideurs à l'époque. L'une de nos équipes est allée à la rencontre des descendants de Mbaraogo, le premier habitant du quartier Burkina. C'est un sujet que nous proposent Paul David Bambara et Frédéric Etienne Bassenga. Burkina Faso ou le pays des hommes intègres. Selon plusieurs sources, c'est le quartier Burkina de Koudougou qui aurait inspiré les révolutionnaires en 1984 lors du changement de nom de la Haute-Volta. Le nom Burkina, entendez par là le quartier, est lié à l'histoire d'un chasseur appelé Mbaraogo, originaire du Ganzourgou. Installé à Ramongo avec son aîné, il aimait chasser dans les environs de Koudougou. Nous sommes au XVIe siècle. Après ces parties de chasse, celui à qui ce quartier doit son nom s'abreuvait à une source d'eau appartenant aux habitants de Issouka, le Boulkemde. À chaque passage, il donnait une partie de sa chasse aux femmes qui l'aidaient. Chose que les époux de ces dernières trouvaient bizarre. Les femmes ce ne sont pas des chasseurs. Elles viennent avec la viande de gibier qui leur donne. Bon, or avant, vous savez que quand tu es rival, les gens ne supportent pas ça. Après plusieurs tests, les habitants de Issouka se rendent compte que ce chasseur est droit et intègre. Ils lui demandent alors de s'installer auprès d'eux pour qu'ils puissent les aider à aplanir leurs différends. Ils ont dit, bon, tu t'installes ici, et le nom, bon, comme c'est Burkimbila, on dit, bon, pour y avoir Burkimbila, Bokozimika, Burkina. Bon, donc c'est parce qu'il était intègre, c'est à cause de ça qu'on a donné le nom Burkina et qui s'est agrandi. Donc à chaque fois que d'autres venaient, alors ceux d'Issouka disaient non, vous allez voir le responsable, le chef de Burkina, lui il va vous installer. Alors c'est comme ça que nos ancêtres ont reçu pas mal de différentes familles qui sont venues s'installer et c'est ça qui fait la grandeur du quartier Burkina. Aujourd'hui, les descendants de Mbaraogo sont fiers que le nom de leur quartier soit aussi le nom de leur pays. Et à l'occasion de la campagne présidentielle, leur vœu est que le prochain président du Faso incarne les valeurs liées à l'appellation Burkina. On a dit que nul n'est parfait, mais je pense que tout le monde demande, souhaite à ce que les responsables soient intègres, à ce que tous les Burkinabés restent intègres. Et si effectivement tout le monde est intègre, je pense que les choses doivent bien marcher. Le quartier Burkina est un des 6 quartiers de Koudougou. Situé au nord-ouest de la cité du Cavalier Rouge, il est composé aujourd'hui de 3 secteurs et de villages environnants. Voilà pour la petite histoire du quartier Burkina de Koudougou. Toute autre chose à présent, à partir de demain et jusqu'à mercredi prochain, l'exécutif au complet sera à Dori. Au programme, conseil des ministres délocalisés, mais aussi des actes symboliques, notamment le baptême du stade régional et celui de la rue passant devant la mairie au nom de Ama Arba Diallo. À la veille de l'arrivée du gouvernement, les populations de Dori apprécient. Yacouba Ouedraogo, Joseph Bambara. Le gouvernement burkinabé au grand complet sera à Dori du 16 au 18 novembre afin de tenir un conseil des ministres délocalisé, ce qui constitue une première pour cette ville depuis la célébration de la fête de l'indépendance du 11 décembre 2013. Je suis très contente de recevoir parce que ça n'a jamais été à Dori, la première fois comme ça. Donc, on est très heureuse
de les recevoir. On peut dire que c'est à la lune de l'événement parce que c'est l'une des premières fois que le gouvernement se déporte. Disons que de par le passé, nous en tant qu'agents de l'État qui sommes là, on pense que c'est une sanction. Mais le fait de voir le gouvernement séjourner, c'est surtout affecté à Douri pendant quelques temps, je pense que c'est une très bonne chose. En marge de ce conseil des ministres, le gouvernement va mener d'autres activités, telles que la visite de Sakane, une rencontre avec les forces vives de la région du Sahel, mais surtout, il va procéder au baptême de la rue, passant devant la mairie ainsi qu'à celui du stade régional, du nom de feu Ama Arba Diallo, l'ex-maire de la ville de Dori. C'est une très bonne chose qu'on baptise une rue Ama Arba Diallo. C'est un leader que tout le pays reconnaît, même à l'extérieur du Burkina, tout le monde reconnaît Arba Diallo, c'était un grand. Nous-mêmes, on pensait qu'avec quand on a rebaptisé les camps, on croyait même qu'on allait rebaptiser le camp de Dori, camp Arba Diallo. Ce conseil des ministres délocalisé à Dori s'inscrit dans la volonté du gouvernement de se rapprocher de la population. Fini le cavalier seul dans les rangs des transformatrices du manioc au Burkina. Elles ont décidé de se retrouver dans le cadre d'une union pour défendre et promouvoir leur activité. Un bureau de 14 membres élus vient d'être mis en place à Bobo-Dioulasso pour présider aux destinées de la nouvelle union. Mireille Carole Tougma, Karim Sissé. L'union fait la force. Ce slogan, les transformatrices de manioc l'ont bien compris. Elles viennent de créer l'Union nationale des transformatrices de manioc. Cette structure réunit les 6 unions régionales déjà existantes et entend promouvoir la filière manioc au Burkina Faso. J'attends de promouvoir la filière manioc au Burkina en accompagnant les transformatrices dans leurs activités. Cette nouvelle structure mise en place bénéficie déjà de l'appui des partenaires bien avisés de l'importance de la filière manioc, de ses retombées économiques et de sa contribution sur le plan alimentaire. Nous venons d'accompagner les actrices du maillon transformation du manioc en Attiéké à mettre en place, à se doter d'une structure commune capable de défendre leurs intérêts. Des produits comme l'attiéké, le gari, le tapioca résultent de la transformation du manioc. Ces mets sont aujourd'hui bien présents dans les habitudes alimentaires des Burkinabés. C'est dire donc que cette association va jouer un rôle important dans l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire au Faso. Santé à présent, et on s'intéresse à la prise en charge des enfants atteints du VIH. Les acteurs se concertent à Bobo-Dioulasso. Ils sont issus du monde communautaire et des services de santé, tous engagés dans un projet qui intervient dans la prise en charge des enfants et des femmes enceintes infectées. C'est une rencontre pour définir les meilleures formules. Betty Bienawon, Sanouha Christine Koulibaly. Ils sont acteurs communautaires pour les uns et professionnels de la santé pour les autres. Ils ont 24 heures pour faire des propositions concrètes en vue d'améliorer la prise en charge de l'enfant infecté par le VIH, de la femme enceinte séropositive et du couple mère-enfant. Une thématique vraiment majeure. Et c'est d'autant plus important qu'ici, dans le cas du VIH, ils ont décidé à travers ce projet de cibler les enfants. C'est dit que la prévention peut être exempte du VIH et au cas où on l'est, malgré tout, accompagner le processus. C'est d'autant plus important que c'est une réponse qui a souvent fait défaut dans le système de santé. Ce projet tripartite entre l'association Espoir pour Demain AED, l'UNICEF et la direction régionale de la santé des Hauts-Bassins vient donc à point nommé, surtout quand on sait que le VIH-Sida implique une prise en charge holistique. À un moment donné, quand les enfants sont dépistés, souvent ils sont laissés pour compte sur le plan social et sur le plan économique aussi dans les familles. Donc ce projet, c'est vrai que les agents de santé vont jouer leur rôle médical et nous, les acteurs communautaires, on apporte notre rôle qui est aussi d'accompagner les familles sur le plan social. Le projet, qui a un coût d'environ 50 millions de francs CFA, est à sa deuxième phase. Il couvre une période de 2 ans. Eux sont plutôt chargés de veiller au bon fonctionnement des services de santé regroupés au sein de l'association des administrateurs des services de santé du Burkina. Ils viennent de tenir leur 5e journée scientifique. Il a surtout été question de renforcement de capacités. Yacouba Diallo, Kadi Sanogo.
C'est autour du thème « Le renforcement des capacités des administrateurs des services de santé au Burkina Faso, un défi pour l'avenir » que s'est tenue les 5e journées scientifiques de l'Association burkinabé des administrateurs des services de santé. 2 jours durant, les participants ont réfléchi autour de ce thème et en communication. Des propositions pertinentes ont été formulées en vue de l'élaboration d'une stratégie de renforcement des capacités. Nous sommes des managers dans les services de santé, dans les hôpitaux. Et chaque jour, nous sommes confrontés à des difficultés, à des problèmes que nous devons résoudre. Et pour être à la hauteur, il faut être bien formé. Avec ces différentes communications qu'on a pu avoir, je pense que chaque participant, au retour donc dans nos différentes structures, poseront des bases concrètes pour l'amélioration de la gestion et bien sûr au profit de toute la population. L'Association burkinabé des administrateurs des services de santé est une association à caractère scientifique qui œuvre aux côtés du ministère de la Santé dans la gestion des services de santé. L'un des objectifs poursuivis est la promotion du métier de gestionnaire des services de santé. Et puis on l'a appris ce soir, un Burkinabé fait partie des victimes. Il s'appelait Kwama Yassen, 37 ans. Il a été fauché au restaurant alors qu'il fêtait un anniversaire avec ses amis. Le gouvernement présente ses condoléances à sa famille. Beaucoup plus gai à présent avec quelques notes de musique, celle du premier album solo de Salifou Ouedraogo de l'ex-groupe Faso Combat, plus connu sous le nom d'artiste Malcolm. L'album est intitulé Instinct de survie. Présentation avec Oumar Zombre, Yacouba Diallo et Nathalie Sawadogo. C'était Malcolm sans son Faso Combat qui revient sous les feux de projecteurs de la scène musicale. Après 15 ans de carrière en groupe, il sort enfin son tout premier album solo. Il le baptise d'ailleurs Instinct de survie. Cet album, je crois que je l'ai commencé en 2013 et c'est sorti en 2015. Dans des conditions difficiles, d'où son nom Instinct de survie. Tel un phénix qui renaît de ses cendres, Malcolm, ou dorénavant frère Malcolm, revient avec cet opus de 12 titres. Le genre, quant à lui, n'a pas trop changé. Il est resté dans l'univers du hip-hop. Il ambitionne conquérir à nouveau ses mélomanes. J'attends de cet album qu'il fasse son chemin, qu'il ait l'accueil qu'il mérite, que chaque Burkinabé et chaque Africain prenne la peine quand même d'écouter l'album et de faire son jugement personnel. Instinct de survie a été conçu entre le Burkina et l'Hexagone. Sur les 12 titres, 3 sont des featuring avec 2 artistes burkinabés, dont Bonsa, LG et Nash, une artiste ivoirienne. L'album prône des valeurs sociales telles que la paix, le travail. Des concerts sont prévus pour les jours à venir afin de mieux faire découvrir cette galette musicale. Du sport pour finir et je reçois Jérôme Tchendrbiogo. Bonsoir Jérôme. Bonsoir Jean-Emmanuel Ouedraogo. Alors après la défaite à Cotonou, les étalons préparent activement le match retour à Ouagadougou contre les écureuils. Alors les étalons ont été battus 2-1, on se rappelle encore, et les étalons n'ont plus droit à l'erreur. Et la préparation, ça commence déjà par une conférence de presse ce matin. Vous vous rappelez que Gernot Rohr n'avait pas parlé après le match au Bénin. Alors il a parlé ce matin lors d'une conférence de presse et on va l'écouter au micro de Lassina Sawadogo et Jean Kouda. Chaque match est différent. Là, on sera chez nous. On n'aura peut-être pas l'animosité qu'on a connue là-bas, ni par rapport à l'échauffement de nos remplaçants, ni par rapport à l'arbitrage. Je pense que là, on peut miser sur notre jeu. Mais compte tenu de tout ce qui s'est passé là-bas, si notre équipe est bien concentrée, bien motivée, si elle a la patience tout en allant tout de suite quand même à un pressing très haut pour marquer ce premier but le plus tôt possible, je suis très confiant dans mon équipe et persuadé qu'on pourra faire la qualification. Alors, vous l'aurez constaté, une confiance basée beaucoup sur des si et qui montre que vraiment la situation est très compliquée. Mais en tout cas, Gernot Rohr, il a parlé, ce qui veut dire que la préparation, il est vraiment là-dedans. Et ce soir, c'était un entraînement, 3e du genre depuis le retour de Cotonou. Les talents se sont entraînés.
Et d'après ce qu'on a pu voir... Est-ce que les étalons sont en forme? Est-ce que vous pensez véritablement aujourd'hui là que les étalons peuvent remonter cette pente-là? C'est possible. Pour parler un peu comme Ro, avec beaucoup de si, ils peuvent remonter. Le groupe est quand même bon. Ils peuvent remonter la pente. On a vu au Bénin, le jeu n'était pas aussi mauvais que ça, surtout en première période où ils ont beaucoup tenu la balle. Malheureusement, il fallait finir. Les étalons n'ont pas su le faire. Et je pense que s'ils sont dans leur bon jour mardi, ils peuvent nous surprendre agréablement. Et quels enseignements on peut tirer de la séance de ce soir, de la séance d'entraînement? Voilà, déjà, on voit que c'est le même groupe qui est en train de se dessiner d'après le dispositif qu'on a pu voir sur le terrain ce soir au stade du 4 août, à l'exception de Diakari Diakoni, qui est touché au genou. Et Guénotre a encore jusqu'à demain pour voir si... en tout cas, lui, il ne sera pas là, mais il y a soit Adama Gira, soit Ali Rabo, qui peut bien tenir ce rôle-là. Et on a en tout cas jusqu'à demain soir, parce que le dernier entraînement, c'est demain soir, contre le Bénin, qui arrive demain. Et leur prise de contact avec le stade du 4 août, c'est demain à 18h. Voilà, les images de l'entraînement donc, que nous avons maintenant. Merci, Jérôme, pour toutes ces infos. Et appel à la mobilisation, l'UNSE demande à tout le monde de soutenir les étalons, parce que c'est quand on a dos au mur qu'on a besoin de soutien. Ça, c'est vrai. Merci pour toutes ces informations. On ne peut donc souhaiter bonne chance aux étalons, mais comme on le dit très souvent, la chance sourit surtout aux meilleurs. C'est tout pour ce journal. Merci pour votre attention. Toute l'équipe de cette semaine vous souhaite une bonne reprise de travail demain.